Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, vous le savez, c'est une heure de direct complet. On retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Barbara Pompili, l'ancienne ministre, qui sera débriefée par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zapp Élysée, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. Avec l'affaire Grégory, pour commencer, énième rebondissement avec la mort de celui que l'on appelait le petit juge. Jean-Michel Lambert, le premier juge d'instruction en charge de l'affaire Grégory, a été retrouvé mort dans son appartement du Mans. La thèse du suicide est privilégiée. Vosges Télévision, qui est la chaîne de la région où se sont déroulés ces faits, vous propose de réécouter une interview que le juge Lambert leur avait accordée. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévision. L'information est tombée ce mardi en début de soirée. Jean-Michel Lambert, le premier juge d'instruction en charge de l'affaire Grégory, a été retrouvé mort à son domicile du Mans. Un sac plastique sur la tête noué autour du cou avec un foulard. La thèse du suicide est donc actuellement étudiée par le service régional de police judiciaire d'Angers, à qui l'enquête a été confiée. Jean-Michel Lambert, qui avait été à nouveau montré du doigt cette semaine, avec la révélation des carnets personnels de son successeur dans l'affaire, le juge Simon, très critique à son égard. En 2014, nous avions rencontré le juge Lambert, devenu écrivain, sur un salon du livre à Épinal, où il venait présenter cet ouvrage dans lequel il revenait bien sûr sur l'affaire Grégory et sur le cas Bernard Laroche, qu'il avait à l'époque inculpé. Bernard Laroche est toujours présumé innocent. J'attends de voir une preuve formelle de sa culpabilité. À ce jour, à ma connaissance, parce que bien entendu je n'ai plus accès au dossier, mais il n'y a aucune preuve de sa culpabilité. Et simplement, certains cherchent à lui faire porter le chapeau, alors qu'il est totalement innocent. Jean-Michel Lambert reconnaissait avoir fait des erreurs, une preuve d'intelligence pour Gérard Welzer, qui défendait à l'époque Bernard Laroche. Jean-Michel Lambert était quelqu'un de courageux et d'honnête. Il avait reconnu tout le monde peut se tromper. Malheureusement, tout le monde peut tomber dans le piège, surtout lorsqu'on n'est pas aidé. Vous savez, à l'époque, on l'a traité de petit juge. Il n'y a pas de petits juges et de grands juges. Il y a des juges d'instruction et ils ne sont pas plus petits que les magistrats qui sont à une cour d'appel. Tous les magistrats essaient de faire leur travail, avec les difficultés. À l'époque, ici, à Épinal, Jean-Michel Lambert occupait tout seul les postes de 2 magistrats instructeurs. On n'avait déchargé d'aucune audience. Ce n'est pas pour ça que ça justifie des choses qui ont pu être faites. Mais il faut tout de même dire les choses. C'était quelqu'un de très sensible et je suis catastrophé. Une enquête doit maintenant déterminer les circonstances de la mort du juge Lambert, même si la thèse du suicide est visiblement privilégiée. Une autopsie est prévue jeudi. Pendant ce temps, dans l'affaire Grégory, Muriel Boll est toujours incarcérée. Elle a mis fin à une grève de la faim entamée la semaine passée. Elle devrait être confrontée à son cousin, témoin clé selon les enquêteurs, le 28 juillet prochain. La marche des imams fait étape à l'école Hors-Torah à Toulouse. Depuis le 8 juillet et jusqu'à demain, triste anniversaire de l'attentat de Nice, une soixantaine d'imams issus de toutes nationalités participent à une grande marche des musulmans contre le terrorisme. Ils ont sillonné les routes européennes pour se rendre sur les lieux des attentats commis ces dernières années. Hier, la marche des imams faisait étape à l'école Hors-Torah à Toulouse. L'objectif est d'aller à la rencontre des citoyens et de porter un message de paix au nom des musulmans. Agnès Grimaldi pour la Dépêche du Midi Vidéo. Depuis le 8 juillet, 60 imams sillonnent l'Europe en bus pour délivrer un message de paix contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est à l'école juive Hors-Torah de Toulouse qu'ils sont venus rendre hommage aux victimes de Mohamed Merah en 2012. Dès les premières heures. Il était temps que les Français se rendent compte que l'islam, en tant que tel, n'est pas une religion sanguinaire. La plupart des musulmans ne sont pas des méras en puissance. Ce sont des hommes et des femmes mariés qui pensent à leurs enfants, à leurs écoles et qui veulent vivre en paix. Ceux qui doivent faire les murs de protection contre quelques assassins, c'est les musulmans eux-mêmes. C'est eux qui doivent dire stop. Ces fleurs, déposées par des représentants des 2 religions à l'endroit même où des enfants juifs ont été assassinés, sont un symbole fort de fraternité. Aujourd'hui, ils sont là pour rendre hommage aux victimes. Aujourd'hui, ils sont là pour montrer une image de fraternité.
ces barbares, ils veulent nous diviser. On le montre tout à fait le contraire. Nous sommes tous ensemble, unis, fraternels, et nos valeurs et notre amour sont plus forts que vos crimes et votre haine. Notre Tour de France national reste la 3e compétition la plus suivie au monde. Et vous ne le savez peut-être pas, mais ils sont 34 départements à être mobilisés à l'œuvre chaque jour pour une organisation optimale du Tour. Explication avec ce reportage de Mounir Soussi pour Public Sénat. Pour les chauffeurs de ces camionnettes, le Tour de France se passe derrière le volant. Sur la route, aucun cycliste à l'horizon. Ces 2 agents partent plusieurs heures avant le coup d'envoi de l'étape avec une mission. On est les ouvreurs quand on ouvre et puis on est l'œil, quoi. L'œil des 2 fourgons derrière, quoi. Cette première équipe installe les panneaux de signalisation destinés aux coureurs mais aussi à la caravane, aux journalistes et aux voitures suiveuses. Une signalétique spécialement conçue pour le Tour est installée sur les 3500 km du parcours de la Grande Boucle. L'enjeu en termes de sécurité est crucial. Il faut que le tracé soit le plus net possible pour le passage des 198 coureurs engagés. PC mobile pour le patrouilleur technique que vous recevez ? Une fois les panneaux mis en place, une autre équipe se charge d'inspecter l'itinéraire. Les services du département traversé vérifient si les points sensibles sont bien indiqués. Des bottes, il vous en reste ? On doit en avoir 1 ou 2. Ouais. Et vous allez voir, il y a une oreille là-bas qui est mal protégée avec des petites balisettes. Il faudrait remettre 2 bottes de paille pour que ce soit bien visuel pour les gars. Gilles est le régional de l'étape. Depuis 6 mois, il coordonne en Côte d'Or les interventions en prévision de cette journée. On a fait très peu de travaux à proprement parler parce que le réseau concerné est en bon état. Néanmoins, ça se traduit par des mesures d'exploitation particulières qui font qu'on nettoie les routes, on balaie, on tond les accotements, on vérifie à ce que la signalétique soit en état. Donc on n'a pas eu de gros travaux à proprement parler. Néanmoins, on a fait des travaux d'exploitation importants pour maintenir les chaussées propres. À 10 €, vous avez l'ombrelle. Le passage de la caravane, attraction majeure et populaire, vient saper une partie de ce travail. Ce barnum laisse derrière lui de nombreux déchets, dont Gros Léon ne fait qu'une bouchée. Gros Léon, c'est le surnom donné à cette balayeuse polyvalente qui devance la course. En hiver, elle sert de déneigeuse dans les Vosges, mais pendant le tour, l'engin chasse les graviers et les obstacles. Alors, la mission, il y en a plusieurs. Le balayage déjà, après on a une réserve d'eau derrière. Ça nous permet de refroidir la route quand il y a du ressuage. C'est quand le goudron en fait il chauffe avec le soleil, il fond et du coup ça devient glissant et les coureurs risquent de tomber. Donc nous on essaie de passer avant un maximum d'eau pour que la température redescende. Ce camion est en liaison permanente avec André, le coordinateur des 11 agents déployés par les départements pendant toute l'épreuve. Avec 21 tours au compteur, son expertise est très prisée par la presse. Oui, à Gevrey-Chambertin, là où je me trouve, certes il y a des vignes, mais avant il y a une descente, une longue descente, sinueuse, rapide, avec un bon revêtement, mais en revanche des parapets en bois. Il est aussi l'interlocuteur privilégié de l'organisation, très exigeante sur les questions de sécurité. Passionné de vélo, il avance une métaphore sportive pour expliquer l'importance de sa mission. Dans le foot, il y a des gens qui s'occupent des terrains et qui retirent la moindre mauvaise herbe, qui l'arrosent, qui le peaufinent pour qu'il soit nickel pour un match de championnat. Nous, c'est un peu la même chose. Il y a quelques années de ça, un ancien directeur du Tour, Jean-Marie Leblanc, parlait de terrain de sport et disait le terrain de sport du Tour de France, c'est la route du Tour. Et il avait tout à fait raison. Cette route du Tour, elle est nettoyée, préparée, peaufinée, bichonnée par les agents des départements. Près de 12 millions de personnes se massent au bord des routes pour apercevoir le peloton. Cette année, il traversera 34 départements mobilisés pour que les cyclistes aient l'impression de rouler sur une piste. Après les épreuves du baccalauréat, cap sur les inscriptions universitaires pour les étudiants qui ont la chance d'avoir trouvé un établissement. On part pour les Hauts-de-France à l'université Picardie Jules Verne, suivre des étudiants accueillis sur le campus des Nouveaux Bacheliers. L'ensemble des services universitaires sont présents pour les accueillir et leur présenter toute la gamme des aides et des dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Franck Moulert pour WEO TVIT. L'inscription à l'université est un passage obligé vers la vie étudiante. Un marathon administratif pouvant devenir un véritable casse-tête pour les futurs étudiants et leurs parents. Constance est venue accompagnée de sa maman pour cette première étape universitaire. Un moment de partage et de soulagement face à l'organisation de l'université. Moi, ça me rassure, je suis rassurée, c'est très accueillant, chaleureux et je trouve que c'est un très bon contexte et je pense que je me sentirai bien de savoir qu'elle est là parce que c'est carré et bien redonné.
En tout, 5000 étudiants vont s'inscrire sur l'ensemble des 6 campus jusqu'au 13 juillet. Après avoir pris un rendez-vous sur le site internet de l'université, il leur faudra 45 minutes pour s'inscrire entre le dossier d'inscription, les photos pour la carte étudiante et le règlement des frais de scolarité. On rentre à l'élève, on sort étudiant. C'est quand même, on est dans un autre, on saute dans un autre monde qui est quand même des belles années de sa vie normalement. Et il faut qu'on puisse accompagner chacun de nos élèves, qu'il n'y ait pas de difficultés matérielles, qu'on puisse les aider au mieux. Je crois que c'est ce qui se fait ici. Après le statut étudiant, il faut encore gérer la vie quotidienne. Les services utiles sont alors réunis en fin de parcours pour découvrir l'ensemble des services. Bibliothèque, culture, crous, caisse d'allocation familiale ou encore les transports sont tant d'éléments à ne pas oublier pour pouvoir profiter sereinement des plus belles années de la vie étudiante. Pour finir ce journal télévisé, la reconversion professionnelle, une tendance à la hausse, avec un exemple concret, l'apiculture, qui séduit de plus en plus. Dans l'Hérault, entre 200 et 300 personnes se lancent dans l'apiculture en reconversion professionnelle chaque année, et le syndicat des jeunes agriculteurs les accompagne. Au rucher de la Lausière, au pied du Pic Saint-Loup, David Pégazé a sauté le pas pour devenir apiculteur. Un reportage d'Hugues Joanneau et de Lucie Martin pour TV Sud. David Pégazé n'a pas toujours été apiculteur. Pisciniste à Sauterargues, au pied du Pic Saint-Loup, il a choisi de se reconvertir à l'approche de la quarantaine dans la production de miel. S'il a perdu en pouvoir d'achat, il ne regrette rien de son ancienne vie. Courir partout, de courir après les clients, de travailler le week-end et toute la semaine, et plus être dans la nature et vivre de ma passion, quoi, en fait, tout simplement. La vie d'un apiculteur heureux, c'est être au milieu de la garrigue avec ses abeilles et les cigales qu'on entend aussi. Pour franchir le pas, David a fait appel à un conseiller en installation. Il a pu faire un point sur sa formation et monter des dossiers de subvention. Seulement un tiers des candidats sont issus du milieu agricole. C'est des personnes qui arrivent, on va dire un peu sur la crise de la quarantaine et qui ont fait des carrières professionnelles, souvent avec des postes relativement élevés et qui veulent vraiment changer de vie, le retour à la nature. Après, on a une autre population de personnes qui subissent un peu plus leur reconversion, qui, suite à des licenciements ou à des problèmes privés, souhaitent changer complètement de vie. Après 7 ans d'efforts, l'exploitation du jeune apiculteur tourne à plein. L'an passé, comme David, ce sont quelques 700 candidats à la reconversion dans l'Hérault qui ont poussé la porte du conseiller en installation des jeunes agriculteurs. Voilà, fin de ce journal télévisé. Dans un instant, le club des éditorialistes. On reçoit notamment Michel Urvois qui a obtenu une interview exclusive du président de la République dans Ouest France. Il est sur notre plateau et nulle part ailleurs ce matin. Mais tout de suite, on regarde la une de vos journaux en région. Évidemment, au drapeau, vous le savez, nous sommes à J-1 du 14 juillet. C'est la une de Nice Matin. Avant le grand hommage, Paris solidaire appelle à pavoiser, émulation, mais aussi polémique sur les photos des victimes à paraître ce jeudi dans Paris Match. Tout ce qu'il faut savoir avant ce moment fort dans Nice Matin. Dans l'Ardennais, souffrance indélébile des victimes de Nice. Un an s'est écoulé depuis ce triste 14 juillet 2016. Mais la souffrance des victimes directes ou indirectes de Nice est toujours intacte. Pour Var Matin, ce sont les festivités qui sont sous surveillance avec le défilé militaire sur le port, le bal à la place de l'Équerre pour s'adapter à l'état d'urgence. La ville a revu le programme des festivités. Pour Nord-Éclair, feux d'artifice aussi et surveillance renforcée à Villeneuve d'Ascq. Et puis pour le Télégramme, c'est Charrue, place à la fête à partir d'aujourd'hui pendant 4 jours. Eh bien, il va y avoir ce festival, les vieilles charrues, activement préparées par les organisateurs et toutes leurs équipes. C'est une 26e édition en mode Love, Peace et Riboule, qui sera une véritable bulle d'oxygène pour les quelques 280 000 festivaliers attendus. Le Courrier de l'Ouest, c'est la fête nationale, ce qui attend Angers ce soir. Les Angevins ont rendez-vous à partir de 19h30 avec un concert dans le jardin du Mel, la prise d'armes place Leclerc et le feu d'artifice qui sera tiré à 23h. C'est dans le Courrier de l'Ouest. Pour l'Indépendant, quand les Pyrénées-Orientales sont une fête, aujourd'hui et demain, ce sont des animations, des feux d'artifice. Et à Perpignan, les jeudis démarrent. Le Républicain lorrain, c'est les sulfureux carnets du juge Simon. Les carnets tenus par le juge Simon peut-être jouaient un rôle dans la mort de son prédécesseur, le juge Lambert. Celui-ci avait inculpé la mère de Grégory pour assassinat, une erreur judiciaire dans toute son horreur, écrivait
Maurice Simon. C'est dans Le Républicain, Laurent, à propos de l'affaire Grégory, bien sûr. Pour la presse de la Manche, 86 écoles choisissent la semaine de 4 jours dans la Manche. La direction des services départementaux de l'éducation nationale a validé la demande de 86 écoles sur 334 de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre. Et puis pour la Provence, on vend nos bijoux de famille. Château d'Avignon aux Saintes, c'est en photo à la une, sous-préfecture d'Aix, caserne militaire à Marseille, une part du patrimoine de la région est à vendre, ça ne plaît pas du tout à la Provence, et c'est le dossier du jour dans la Provence. Enfin, dernier titre, la République des Pyrénées, eh bien c'est Kittel, roi de Pau. Le sprinter a remporté sa 5e étape sur le fil. Une fois encore, le Béarn a su fêter le passage du Tour et c'est une ferveur qui a gagné Pau hier et qui continue bien sûr ce matin. Voilà, j'accueille le club des éditorialistes. Aujourd'hui, Michel Urvois de Ouest France, Samuel Ribaud de l'agence locale de presse et Jérôme Cordelier du Point. Merci messieurs d'être là. Michel Urvois, vous êtes sur notre plateau, merci, vous êtes levé tôt, vous n'êtes nulle part ailleurs. Dans Ouest France, une belle exclusivité, je viens d'en parler, à faire pâlir de jalousie d'ailleurs beaucoup de vos confrères, une interview exclusive du président de la République, Emmanuel Macron. Macron fixe le cap, c'est la une. Thème à souligner, une France européenne, une Europe qui soit l'avenir de la France, et puis une phrase forte sur les réformes. J'ai décidé de ne pas attendre, vous a dit le président de la République. Oui, il y a eu tout un débat les jours et les semaines dernières sur le calendrier des réformes. Là, je pense qu'il est tranché puisqu'il donne des précisions sur tout ce qu'il entend faire et faire rapidement, c'est-à-dire en fait son projet, mais un projet appliqué en 2 ans, ce qui montre que il y a le président est un homme assez pressé parce que il veut réformer évidemment dans la foulée de l'élection. Il veut réformer avant que les oppositions soient trop fortes et il veut avoir des résultats assez rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces réformes, c'est une sorte de gage de confiance vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis du monde. On est à un moment très particulier. On a un sommet, un conseil des ministres franco-allemand qui est important puisque des efforts importants sont demandés à l'Allemagne par Emmanuel Macron. Il le dit très nettement dans cette interview et lui s'engage à faire des réformes. Et à côté de ce conseil, on a la visite de Donald Trump. Bon, il vient là pour les 100 ans de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de la France, mais il vient là à un moment où sont posées des questions de sécurité. Donc c'est aussi un moment particulier pour parler de l'organisation de l'Europe en matière de protection et en particulier dans un contexte de terrorisme. Donc, vous voyez, le moment est important et l'entretien, je vous assure, il est riche à la fois en réflexion et en pistes à la fois de réformes en France et d'initiatives diplomatiques en Europe et dans le monde. Avec un petit signe, Jérôme Cordelier, le président de la République est revenu dans l'avion d'Angela Merkel à Paris. Ils fonctionnent vraiment ensemble, ces deux-là, on a envie de dire. Oui, et d'ailleurs, Michel Urvois vient de le dire, il y a ce sommet franco-allemand qui est important, puisque je crois qu'il y aura les deux gouvernements en même temps. Donc, à la fois, les ministres qui discutent séparément et les deux exécutifs qui voilà, travaillent donc c'est ensemble. pas seulement le sommet Angela Merkel et Emmanuel Macron, donc ça c'est à noter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir sur l'attelage franco-allemand. Pour prendre un exemple, je pense qu'on va le développer après, mais par exemple la réforme territoriale. Est-ce qu'on prend un exemple sur l'Allemagne, c'est-à-dire une décentralisation, ou est-ce qu'on reste sur ce qu'a dit Emmanuel Macron devant le Congrès, c'est-à-dire plutôt une déconcentration, c'est-à-dire où l'État garde la maîtrise un peu des territoires, quoi. Voilà, ça fait partie. C'est pas évidemment le dossier le plus sensible. Non, il y a des décisions. Voilà. Alors, il y a des décisions qui vont être annoncées, en particulier sur le développement des langues. Donc la réouverture de 1200 classes bilingues en France, ça va être officialisé aujourd'hui. Mais le renforcement de l'enseignement du français en Allemagne aussi. Donc voilà, il y a aussi un certain nombre d'initiatives en matière de transition énergétique. Ça intéresse des territoires. Dans les nanotechnologies, les batteries, etc. Il va y avoir des investissements. C'est vrai que sur l'éducation, la veille d'une conférence des territoires qui aura lieu au Sénat lundi, bien sûr. Comment vous avez trouvé le président de la République? Vous a-t-il dit pourquoi il ne voyait pas beaucoup la presse, Michel Urvois? Non, en fait,
En fait, le président préside. Effectivement, il a choisi de raréfier sa parole, ce qui lui donne sans doute plus de force. Hein. Ça peut se comprendre. Il ne serait pas le premier à pratiquer de la sorte. Moi, je l'ai trouvé... il ne marche pas, Macron, il court. J'ai trouvé une ambiance à l'Élysée d'initiative tous azimuts. Alors, on pourrait... faire quelques références. Start-up à l'Élysée ? Oui, il y a un côté start-up. Ça pourrait être aussi cette activité qu'on a connue à l'époque de Nicolas Sarkozy, mais avec probablement une crédibilité plus forte, en particulier à l'international. Et deuxième impression, c'est ce que je mets dans un papier d'analyse ce matin en une, c'est le monde et son territoire, et l'Europe et sa patrie. Et vraiment, enfin, on le sent à l'aise dans le monde. Samuel Ribaud, est-ce qu'il a raison d'encadrer autant sa communication, le président de la République ? Alors là, il s'est adressé à Ouest France, à personne d'autre. Est-ce qu'il a raison ? Pour revenir sur ce que dit Michel, ça lui donne de la hauteur, ça donne du poids à sa parole. Et je le dis pas uniquement pour faire plaisir à mon confrère, mais choisir Ouest France, c'est choisir le plus gros tirage de la presse en France. Donc c'est une bonne manière de communiquer. Et un journal régional. Bien sûr. C'est un signe. Bien sûr. Et avec des journaux allemands. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il prend appui sur les opinions, à la fois en France et en Allemagne, pour faire avancer l'Europe. Donc, Alors, les gros dossiers, la loi travail... qu'est-ce que... Alors, on les connaît. Alors, sur le versant français, donc les promesses qui vont dans le sens d'une France qui serait plus forte en Europe et d'une Europe qui serait plus forte avec la France, parce que c'est ça le double, la dynamique. On a bien sûr la loi travail. Ce qui est frappant, c'est que quand on l'écoute, on a l'impression que c'est fait, que cette loi, elle est quasiment en application. Mais même chose de la réforme pour la formation professionnelle, la réforme des retraites, des avancées fiscales. Donc il précise tout ce calendrier-là. C'est quoi ? C'est le confort d'avoir une majorité si importante ? Je ne sais pas si c'est du confort. Il profite des circonstances pour vraiment appliquer les 4-5 mesures phares de son projet le plus rapidement. Il veut faire au fond le contrat de François Hollande. Il veut tout de suite... Il fait l'inverse, exactement. Il fait l'inverse à la fois en méthode et en calendrier. Et il n'est pas question d'attendre la fin du quinquennat pour avoir des résultats. On a bien vu que les quelques bons résultats ne rapportent pas une voix. Donc il faut que ça soit avant. Et puis surtout, ce qui me paraît important, c'est qu'il joue sur la confiance. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre de dire on joue avec les déficits. Donc il faut qu'il donne des gages à ceux qui sont des acteurs de l'économie, de la croissance. Parce qu'on sait très bien, Samuel, que la confiance, c'est de la croissance. Michel Urvois, ça ne dure pas. Non, ça ne dure pas. Il a été le spectateur du quinquennat de François Hollande et des 100 premiers jours qui étaient assez désastreux. Et puis, il est très pragmatique, Emmanuel Macron. Il sait qu'on aborde l'été. Il sait que la session parlementaire, vraiment très longue, qu'il a fait convoquer par son Premier ministre, va être l'occasion de faire avancer un certain nombre de dossiers. Et il sait que la rentrée va être très chaude. Donc, il profite effectivement pour avancer, pour poser ses réformes. Mais je pense que le mois de septembre va être extrêmement compliqué pour le gouvernement et pour le président. Jérôme Cordelier. Oui, c'est sûr qu'on peut s'attendre à une rentrée houleuse. Pour l'instant, j'allais dire, il faut quand même profiter de ce moment un peu d'apaisement démocratique et politique, puisqu'on sort quand même... L'été sera studieux quand même pour le gouvernement et pour les parlements. Oui, d'ailleurs, ça commence déjà un petit peu à broncher, d'après ce que j'ai compris. Et le premier, d'ailleurs, de manière un peu étonnante, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a l'air de dire le rythme va un peu trop vite, quoi. Donc c'est plutôt pas mal pour un révolutionnaire affiché, quoi. Michel Urvois, est-ce qu'on vous a demandé de relire l'interview ? Est-ce qu'il y a eu, entre guillemets, des deals faits avec les services de communication de l'Élysée ? Quelle différence vous avez vue avec les interviews que vous avez pu réaliser, par exemple avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy ? Il n'y a pas de différence dans la méthode. Il y a eu effectivement une relecture avec quasiment pas de modification. Une précision ou deux, mais pas grand-chose. Qui était votre interlocuteur, là ? Ça se passait avec le conseiller diplomatique de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Et puis, je pense que c'est Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même, qui a validé le texte. Mais franchement, le retour
j'ai eu un peu du mal à voir s'il y avait des différences avec la première mouture. Et quant au deal, non, il était convenu en raison du calendrier, en raison du 14 juillet, en raison du sommet franco-allemand, en raison de l'avenue de Trump, que ce serait centré sur l'Europe et l'international essentiellement, et sur justement le versant français de cet engagement européen. Parlez-nous un peu, vous y avez fait allusion il y a un instant, de l'ambiance à l'Élysée, là, le côté énergie qui existe. Vous aviez quoi, des conseillers qui rentraient dans le bureau, ou vous avez vu un président qui, un peu jupitérien qui vous recevait comme ça, seul à seul. Comment s'organise une interview de ce type? Ça nous intéresse. Bon, moi, j'ai vu le même Emmanuel Macron que j'ai rencontré pendant la campagne. Je ne l'ai pas trouvé spécialement jupitérien dans son comportement à mon égard, enfin à notre égard avec le Vous dites qu'il reste accessible. Oui, mais complètement. L'entretien s'est fait dans des conditions très, très décontractées, mais je peux vous dire que il y a beaucoup de monde qui sortent, il y a beaucoup de monde qui entre. On n'a pas l'impression que l'Élysée est un désert. Les rendez-vous s'enchaînent, se succèdent. Il rentrait de Lausanne quand je l'ai vu. En sortant, il y avait plusieurs ministres qui arrivaient voilà, pour caler un certain nombre de choses. Donc non, il y a une activité intense à l'Élysée. Et sur Donald Trump, il a une relation très particulière avec Donald Trump parce qu'en fait, Donald Trump le sert. Il le sert pour se démarquer dans sa politique, notamment sur les questions environnementales. On a bien vu avec quelle habileté Emmanuel Macron a fait de la triangulation pour utiliser les opinions mondiales en anglais contre Donald Trump. Donc ça le valorise. Et Donald Trump est aussi, je pense, intrigué par ce phénomène Macron, un homme sorti de nulle part à ses yeux, qui a gagné, qui a gagné, donc il y a une espèce de fascination. Donc en fait, l'un sert l'autre. Mais il dit des choses sur Donald Trump et sur le climat, et il répète que de toute façon, l'accord de Paris s'appliquera. Les Américains seront de fait dans l'accord de Paris, dit-il, que l'État fédéral le veuille ou non. Je ferai tout pour convaincre les villes, les États fédérés. Et vous travaillez avec les gouverneurs américains, bien sûr. Samuel Ribot. Oui, Donald Trump, je pense, en plus, est heureux d'arriver à Paris aujourd'hui, parce qu'il est empêtré dans ses affaires avec les révélations concernant l'un de ses fils. Il est, pour la première fois, il fait l'objet d'une demande de destitution. Alors c'est une procédure qui, manifestement, d'après les spécialistes, n'aboutira pas, mais qui ouvre quand même la voie à d'autres initiatives. Et puis, je pense, oui, alors je pense qu'il ne connaît pas très très bien l'histoire des États-Unis, pour être très, très clair. Je pense que l'envoi des troupes il y a 100 ans, c'est pas quelque chose qui l'avait beaucoup concerné jusqu'à présent, mais je pense que c'est l'occasion pour lui aussi d'aller amener une autre forme de représentation des États-Unis à travers ces célébrations. Et on dit qu'il est très fan des défilés militaires et qu'il regrette de ne pas en avoir aux États-Unis, donc peut-être l'occasion pour lui de préparer quelque chose. Alors, une qu'il verra en arrivant en France dans quelques heures, là. C'est pour ça qu'on l'a faite. C'est la une du Point. New York, la capitale du monde, à la une du Point. On l'avait depuis très longtemps, avant même que l'invitation de Donald Trump soit lancée. J'allais presque dire avant même que Donald Trump soit président des États-Unis, mais donc voilà, oui, c'est encore à New York que ça se passe, quoi. C'est là où il y a encore l'énergie, la folie, l'extravagance, tous azimuts en matière culturelle, en matière sociétale, économique. Donc voilà, un dossier assez foisonnant. Ce sera peut-être Paris, puisque Merkel et Macron vont décider aujourd'hui de prendre les moyens, y compris financiers et fiscaux, pour attirer de l'intelligence américaine. Je termine avec vous, Jérôme Cordelier, avec les éditions Supplément été, la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, on lance nos suppléments été. Saint-Tropez. Voilà, on accompagne nos lecteurs. Avec un guide gourmand à Saint-Tropez. Guide gourmand à Saint-Tropez et au Mont-Saint-Michel. On a fait toute la baie de manière gourmande. Mon cher Michel, je vous l'offrirai avec plaisir. Avec plaisir. Vous connaissez bien cette région. Je pourrais vérifier si ce que vous dites est exact. Voilà, oui. Merci beaucoup, Jérôme Cordelier. On va Saint-Tropez derrière vous. Voilà pour terminer. Merci, Michel Urvois. Bravo pour cette interview du président de la République qui parle peu. Et merci, Samuel Ribot de l'agence locale de presse. On passe à la météo, le temps qu'il fait aujourd'hui en France. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Barbara Pompili, l'ancienne ministre députée La République En Marche de la Somme, qui est notre invitée politique. Mais tout de suite, on passe aux Appellisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Édouard Philippe accélère ses réformes fiscales et il promet dès l'an prochain 11 milliards d'euros de baisse d'impôts. Une taxe plafond pour tout le monde sur l'épargne et les produits financiers. 30% maximum. Les plus riches, ceux qui bénéficient depuis 30 ans de la situation économique, vont s'en sortir encore plus. Et tout ça, non pas pour investir, mais pour que la France continue à être le pays recordman d'Europe des dividendes. C'est une politique qui est mauvaise. L'impôt de solidarité sur la fortune va disparaître, remplacé par une taxe sur le patrimoine immobilier uniquement. Le ministre a oublié sans doute les 21 milliards de hausse de la CSG. Donc la vérité, c'est qu'il accélère une certaine baisse d'impôts, sur les plus riches d'ailleurs, parce que ce sera l'ISF pour les placements financiers. Le système auquel nous nous affrontons a un nom et il faut être capable de le prononcer en toutes lettres. Ça s'appelle le capitalisme et c'est ce que nous combattons. Qui faut-il donc croire? Aujourd'hui, la seule certitude, c'est la hausse de la CSG. Pour le reste, ça change tous les 3 jours. En réalité, on prend de la main droite et on rend un peu moins de la main gauche que ce qu'on a pris de la main droite. Alors il faut savoir, soit on est pour la baisse des impôts, et le Premier ministre ce matin encore a appelé 11 milliards de baisse d'impôts, et donc autant d'économies. Soit on est pour garder l'existant, le conservatisme. Dans ces conditions, effectivement on s'oppose, mais quand je vois que 3/4 des groupes n'ont pas voté contre le gouvernement la loi de confiance, je suis sûr que vous voterez la loi de finances. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que doit être la France. Dans la façon dont nous avons choisi, dont nous mettons en place des moyens pour accueillir les demandeurs d'asile et ceux qui, ayant obtenu l'asile, deviennent des réfugiés. Ils disent la France n'est pas à la hauteur, ça veut dire il faut accueillir encore plus de réfugiés économiques. La France, sur le sujet des réfugiés, n'a pas toujours pris sa part. Et je veux dire ici que nous sommes en train d'accélérer les relocalisations et que nous continuerons à le faire. Et donc à chaque fois que des réfugiés, des gens à qui on octroie l'asile, sont identifiés, la France doit pouvoir les accueillir. Les mesures présentées ce matin sont une incitation à la submersion migratoire de l'Europe. Malheureusement, vous verrez que rien ne sera traité, car on crée un appel d'air. On les expulse. Tous ceux qui sont là. Pour ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile. Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit que nous allions fermer 17 réacteurs, mais j'aurais pu dire que nous allons fermer 25, mais ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. J'ai dit que dans les scénarios, si on voulait tenir cet objectif, les scénarios qui m'ont été expliqués par ceux qui ont une visibilité, ça aurait pu être un scénario. Mais ce scénario, il va être de plus en plus impossible, bien entendu, si on n'anticipe pas et si on dissimule les choses. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Barbara Pompili. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre, députée La République En Marche de la Somme et présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale et de l'aménagement du territoire. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger à mes côtés. Véronique Jacquier de Public Sénat et Sud Radio ce matin. Bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Voilà, tous les deux réunis. Merci d'être là. Barbara Pompili, le président américain arrive en France, Donald Trump. Il se pose là dans quelques minutes. Est-ce qu'il fallait l'accueillir, Donald Trump, à Paris? Ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend ce qu'on veut faire. Soit la France se met dans un rôle de spectatrice par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde, soit la France essaye de garder une forme de leadership sur des questions importantes. Moi, je crois que Emmanuel Macron a raison là, de se poser en intermédiaire, en personne qui reste à porter un certain nombre de valeurs très haut, et notamment les valeurs qui ont été portées lors de la COP21 pour l'accord de Paris sur la préservation de notre environnement et aussi la poursuite d'un développement économique qui doit être évidemment concerté avec le reste du monde. Et dans ce cas-là, on est obligé de travailler avec les Américains. Donc il a raison de le recevoir. Il a raison de recevoir Donald Trump. Mais est-ce que ça ne va pas desservir le discours d'Emmanuel Macron quand même sur le climat? Non, au contraire, parce que
Vous savez, moi, en tant qu'écologiste, longtemps, j'ai été dans un parti qui hurlait tout seul en se satisfaisant d'avoir raison tout seul. On voit bien que sur les questions climatiques, il y a besoin d'entraîner la communauté internationale. Aujourd'hui, on a des pays très importants, très émetteurs de gaz à effet de serre qui ont rejoint l'accord de Paris, la Chine, l'Inde, etc. Et donc, un pays comme les États-Unis qui est dans une démarche d'en sortir, qui est dans une démarche de repli, dans une démarche tant pis que le monde crève et puis c'est pas grave du moment que nous on s'en sort, ce qui est une erreur d'analyse. Vous pensez qu'Emmanuel Macron peut convaincre encore justement Donald Trump sur ces questions ? Je crois en tout cas qu'il a l'obligation morale de le faire. L'accord de Paris a été fait ici. Nous sommes considérés, la France, comme un pays moteur sur ces questions-là. Eh bien, Emmanuel Macron de reprendre son bâton de pèlerin et de ne pas se mettre au bord de la route en observateur, mais au contraire de se mettre en acteur. Le président de la République qui dit ce matin, dans une interview accordée à Ouest France, on peut faire l'accord du climat même sans les États-Unis. C'est un pays fédéré, donc on peut le faire avec notamment les États, on peut le faire avec différentes personnalités américaines, donc sans Donald Trump. Oui, on peut le faire. En tout cas, on peut faire des choses. On voit aujourd'hui que, par exemple, les grandes villes du monde s'allient ensemble pour mettre en place des mesures de protection de l'air, pour mettre en place des mesures de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Des États fédérés, effectivement, commencent aussi à travailler en ce sens-là. Donc, oui, on peut... Donald Trump, en fait. Mais on sait très bien qu'il y a aussi des symboles et puis il n'empêche que l'État fédéral a un rôle aussi important à jouer de coordonnateur. Donc c'est bien aussi d'essayer toujours de le remettre et puis de placer encore une fois les États-Unis devant leurs responsabilités. C'est le pays par habitant le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Il véhicule aussi un modèle qui est un modèle qui est diffusé, un modèle de consommation. Donc il a un rôle à jouer et donc à nous de le faire revenir. On a de la chance parce que Emmanuel Macron a parlé à un journaliste, Michel Urvois. Donc on a beaucoup de choses dans cette interview et notamment il demande à l'Allemagne, il y a notamment un rendez-vous franco-allemand très important aujourd'hui, de corriger les dysfonctionnements et de bouger sur la zone euro. En quelque sorte, il reprend la main sur le couple franco-allemand. Peut-être. Il a bien compris, et je crois qu'on a tous compris, qu'aujourd'hui, on est à un moment important pour l'Europe face au Brexit, face aux différents mouvements qui remettent en cause l'intérêt même de l'Union européenne. On voit qu'on a intérêt à ressouder le couple franco-allemand pour que ce couple continue à être un moteur et surtout redonne confiance. Et pour redonner confiance, il faut aussi que l'Allemagne... Là, le moteur, c'est Emmanuel Macron ou pas ? Écoutez, moi, je vais pas faire ma groupie, c'est pas trop mon genre. C'est pas trop mon genre. Mais il s'avère qu'il donne une dynamique au niveau international. On le voit avec Trump, on le voit avec Merkel. Il donne une dynamique internationale pour que la France revienne au centre du jeu. Et ça, franchement, on ne peut que le soutenir. Barbara Pompili, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'Emmanuel Macron vraiment redonne confiance aux Français ? Parce que dans cette interview accordée à Ouest France, il précise le calendrier des réformes. Il veut vraiment aller très très vite. En 2 ans, sur les retraites, sur la loi travail bien sûr, mais sur la formation professionnelle aussi et sur la fiscalité, on a commencé à en connaître la couleur. Est-ce que ça ne va pas trop vite pour les Français ? Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux ? Est-ce que vous craignez quand même pas des tensions dans les mois qui viennent ? Alors ça, c'est... On entend souvent les citoyens, les gens dire il faut que ça bouge. Donc quand on a un président qui dit je vais faire bouger les choses, je vais faire avancer les choses, on sait que les sujets là sur lesquels il veut avancer sont des sujets qui traînent depuis trop longtemps. Je pense à la formation professionnelle, la formation continue, dont on voit qu'il y a des dépenses énormes, une efficacité qui est beaucoup moins énorme. On sait tous qu'il faut s'attaquer à ces sujets-là. On est là et on a été élus pour faire bouger les choses. On a été élus pour que les choses avancent et vite. Les gens attendent que les choses bougent et vite. Donc, écoutez, il fallait moins légiférer, on n'en prend pas le chemin. Tout ne passera pas par des lois. Hein. Tout ne passera pas par des lois. Des décrets. Ça passera, par quoi ? Des décrets ? Des ordonnances. Ça peut être des décrets, ça peut être des ordonnances. On en a déjà quelques-unes. Oui, mais d'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'en tant que président de la Commission du développement durable, nous avons eu des ordonnances à ratifier, des ordonnances environnementales sur la consultation du public. Vous savez, les suites de Sivins, on n'en parle plus d'ailleurs. On a ratifié ces ordonnances, mais on les a modifiées. C'est marrant, on ne l'entend pas du tout dans le débat en ce moment sur les ordonnances. On entend parler d'autres ordonnances auxquelles vous avez travaillé cette nuit à l'Assemblée nationale. Justement, les ordonnances sur le droit du travail vont revenir en loi de ratification à l'automne et les députés pourront modifier les ordonnances. Ça n'est pas assez dit, donc je vous informe là-dessus. Et vous pouvez vérifier ce que nous avons fait en commission du développement durable sur d'autres ordonnances. Voilà, vous êtes ancienne ministre, députée de la République En Marche de la Somme, vous êtes notre invité politique ce matin. Le Conseil d'État demande au gouvernement d'agir contre la pollution de l'air. Le gouvernement précédent
auquel vous avez appartenu s'était refusé à de nouvelles mesures contre la pollution. Que demandez-vous à ce gouvernement? Que demandez-vous à Nicolas Hulot? Écoutez, d'abord, je suis très contente que Nicolas Hulot ait accepté de prendre les rênes de ce ministère parce qu'on avait peut-être besoin, à ce moment-ci, de quelqu'un qui ait suffisamment d'assises pour justement tenir face aux différents lobbies, aux différentes pressions. Ce qui vous a manqué, c'est le poids politique dans le précédent gouvernement pour agir contre la pollution. Et une forme de légitimité. Et puis aussi, on arrive à un moment où vous avez une nouvelle Assemblée nationale, dont je peux vous dire, moi qui suis un peu une ancienne maintenant, qu'elle change complètement de point de vue. C'est-à-dire que l'arrivée des nouveaux coïncide avec l'arrivée de personnes qui ont une autre vision des choses et qui sont plus ancrées dans les idées de développement durable, de la nécessité d'agir. Par exemple, les députés d'En Marche se sont battus pour aller à la commission du développement durable que je préside, alors qu'avant, c'était un peu la dernière roue du carrosse. Mais pour autant, ont-ils des idées pour agir contre la pollution de l'air? Quelle solution? Qu'est-ce qui bloque souvent dans les prises de décision politiques? C'est qu'on est confronté à du court terme. Il faut vite résoudre des problèmes et on est le nez dans le guidon sans se rendre compte que parfois, les décisions qu'on prend à court terme ont une influence grave sur le long terme. Par exemple, tout ce qui s'est passé malheureusement sur l'urbanisation et l'artificialisation des sols, dont on voit aujourd'hui que ça met en danger la survie même de l'humanité. On en est quand même là. Hein. Il y a un rapport très important qui est sorti, qui a été publié, scientifique, qui dit que nous allons vers la 6e extinction. Alors pour les gens, ça fait très loin, parce qu'on se dit il y a quelques animaux qui disparaissent. Sauf que là, le déséquilibre est tellement fort que c'est la 6e extinction, ça inclut les humains. Donc à un moment, il va falloir qu'on se rende compte que notre planète, on en vit, c'est l'air qu'on respire, c'est ce qu'on mange. Si à un moment on ne peut plus respirer et plus manger, je peux vous dire que tous les problèmes de la prise de conscience, au-delà de la prise de conscience, quelle action, par exemple justement sur la pollution de l'air, sur quel type de pollution faut-il agir là maintenant? Sur la pollution de l'air, on sait qu'il y a deux types de pollution qui sont très importants, qui sont les pollutions des transports et les pollutions de l'habitat. Donc le fait de faire un grand programme d'isolation des bâtiments, ça va créer de l'emploi et en plus, ça va vraiment limiter les émissions de gaz à effet de serre. Puis sur les transports, les assises de la mobilité vont nous permettre enfin de sortir des grands projets qui n'amènent pas grand-chose et de revenir à des projets qui permettent vraiment un report modal. Pour quand? Amélioration pour quand? Quel est l'horizon pour les gens? Le plus vite Mais possible. c'est quoi votre expertise là-dessus? La loi va arriver là sur les transports, elle va arriver là en fin d'année, début d'année prochaine. Et puis sur l'habitat, c'est dès l'année prochaine qu'il y a un grand programme d'investissement de 4 milliards. Et puis il y a aussi la question de l'agriculture, bien parce sûr. Que vous avez aussi l'aménagement du territoire. Il y a un grand plan d'investissement qui avait été mis en place, notamment pour le canal Seine-Nord, pour d'autres investissements aussi. Tout cela, c'est terminé? Écoutez, moi je suis heureuse, franchement, qu'on décide enfin de faire une pause sur des projets qui sont des projets pharaoniques, pour moi qui sont un peu... Canal Seine-Nord terminé? Terminé, on fait une pause. Ça, c'était souhaitable pour vous? Pour moi, c'était vraiment souhaitable parce que ça coûte extrêmement cher et parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment où l'argent public doit être orienté pour être efficace. Donc, on a une question sur le canal Seine-Nord. On a deux questions. On a la question des transports, toujours. Et donc, comment notre fret est moins polluant. Donc, ça, c'est une question. Mais est-ce que c'est vraiment le canal Seine-Nord qui va régler ça? Mais sur la question des transports, par exemple, vous êtes pour l'écotaxe qui revient sur la table d'une autre façon, paraît-il? Je suis pour que effectivement les poids lourds qui traversent la France du nord au sud et qui abîment nos routes payent. Après, de quelle manière? On est en train de réfléchir comment, mais en tout cas, oui, il n'y a pas de raison qu'ils soient exonérés de participer à l'effort. Donc, mais autour de l'écotaxe. Oui, mais je ne sais pas sous quelle forme, attention. Oui, mais en tout cas, qu'ils contribuent. Et puis, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le canal Seine-Nord, moi, ce n'est pas trop la question du canal en soi, je pense que c'est une bêtise. Par contre, il traverse des territoires qui sont des territoires qui ont un vrai problème de développement économique. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment, et d'ailleurs, il y a une conférence des territoires qui va arriver bientôt, comment on fait pour que ces territoires-là, qui sont de ma région, qui sont des Hauts-de-France, retrouvent une dynamique de développement et sans attendre tout le temps un peu le Dalit. Besoin de vous entendre également sur les questions des centrales nucléaires. Nicolas Hulot a dit fermeture d'au moins 17 centrales. Le Premier ministre, hier, dans une interview, dit on va d'abord regarder ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire. Qui a raison?
La loi. Il y a la loi de transition énergétique qui a été la votée loi de transition énergétique. et qui donnait une méthode là-dessus. C'est-à-dire il fallait regarder quels étaient les réacteurs qu'il fallait fermer. Il y a 2 lignes au sein du gouvernement. Mais non, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Que les uns disent il faut fermer 17 réacteurs et les autres disent pour ces fermetures de réacteurs, il faut demander à l'ASN et aussi normalement à EDF, c'est marqué dans la loi, lesquels sont ceux qu'il faut fermer d'abord. Donc Nicolas Hulot va peut-être un peu trop vite. Ça me paraît pas... Non, au contraire. Parce que 17, moi je pense que c'est la limite basse. Un mot peut-être sur Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qu'on fait des zadistes ? Ça fait maintenant des années que ça dure. Ils ont encore manifesté le week-end dernier. Un médiateur doit rendre des décisions bientôt. On abandonne, on expulse. Qu'est-ce qu'on fait ? Excusez-moi, mais je ne suis pas le médiateur ou la médiatrice. Il y en a 3, je crois. Mais vous connaissez bien ce je connais très bien ce sujet et je connais tellement bien ce sujet que je vais vous dire qu'il y a des médiateurs qui vont rendre leurs décisions et ça m'ira très bien. C'est-à-dire le terrain est encore miné ? Trop dangereux. Quelle est votre position, vous ? Mais moi, ma position, vous la connaissez. Ça va se finir par un enterrement de première classe entre Notre-Dame-des-Landes ? Cet aéroport était un anachronisme complet. Donc voilà. Des médiateurs pour enterrer le projet ? Non, des médiateurs pour faire en sorte que on sorte de comment on peut dire, la situation est complètement enquistée. Et donc à un moment, il faut qu'on... Oui, un référendum a eu lieu. Une consultation a eu lieu. Maintenant, on se rend compte aussi, parce qu'il faut être pragmatique dans la vie, dire le référendum a eu lieu, c'est très bien. Ok, on expulse tous les zadistes, on a une guerre civile larvée, il y a un mort, on fait quoi ? Donc à un moment, il faut essayer d'apaiser les choses avec tout le monde pour sortir par le haut. Je n'ai pas la solution, je ne suis pas la médiatrice et je suis très contente de ne pas l'être. Barbara Pompili, Paris Match publie les photos de l'attentat de Nice il y a 1 an. Le procureur de Paris veut bloquer la diffusion du magazine. Fallait-il publier ces photos en vertu du droit à l'information ? J'ai vu ça ce matin, je n'ai pas vu les photos, mais j'ai entendu ça. Et je vous avoue que ça m'a... Voilà, je me pose des questions. Je ne sais pas où est la limite. Vous pensez aux familles ? Évidemment, il y a des familles meurtries, il y a des gens pour qui voir ces images est un traumatisme terrible. En même temps, j'ai tendance à dire, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, sans images, il n'y a pas d'infos. Et donc, la question qui est posée là est celle de la limite. La limite, c'est la dignité des personnes. La limite, c'est le respect aussi des victimes. Mais en même temps, le droit à l'information est réel. Donc, n'ayant pas vu ces photos, je me sens très mal pour juger. Mais en tout cas, je constate quand même qu'elles soulèvent l'émotion des personnes qui ont vécu ça dans leur chair. Et il faut quand même en tenir compte. Merci Barbara Pompili, ancienne ministre, députée La République En Marche de la Somme, présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, d'avoir été l'invitée de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, Barbara Pompili quitte ce plateau et j'accueille pour débriefer à la fois ce qu'elle nous a dit et l'actualité Michel Urvois de Ouest France qui a réalisé ce matin une belle interview exclusive du président de la République, donc à la une de son journal, et Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef, chargé des éditions locales du Point, plus spécialement. Rebonjour, merci, rebonjour Jérôme, merci d'avoir été présent dans la première partie de cette matinale d'info. Le président américain se pose à Paris dans quelques minutes. Fallait-il l'accueillir ? On a posé la question à Barbara Pompili, qui était dubitative au départ, mais qui considère qu'Emmanuel Macron a eu raison. Elle a dit en tant qu'écologiste, il y a besoin d'entraîner la communauté internationale. Michel Urvois, elle a raison. Oui, mais il y a deux bonnes vraies raisons pour que Donald Trump soit à Paris. La première, c'est les 100 ans de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des troupes françaises. Donc, c'est pas Donald Trump la personne, c'est le chef de l'État américain. Et donc, à ce titre, tout chef d'État a le droit d'être invité. En même temps, c'est l'homme qui se désengage de l'accord sur le climat. Oui. Donc, il y a des revendications. Oui, mais justement, aussi à avoir de ce point de vue-là. Emmanuel Macron sait très bien quel est le climat, si j'ose dire, international à l'égard de Donald Trump. Et donc, il en profite pour jouer la différence et pour utiliser les opinions contre Donald Trump, au moins sur cette question-là. Et dans l'interview que nous publions, justement, il redit que Trump ou pas Trump, l'accord climat s'appliquera parce qu'il n'y a pas que lui aux États-Unis, c'est un pays fédéral. Donc les États, les grandes entreprises, les métropoles, Barbara Pompili le disait, vont œuvrer en faveur de l'accord climat. Et en plus,
son retrait n'est pas à conséquence immédiate. Oui. Le seul risque serait qu'il donne des mauvaises idées à d'autres. Jérôme Cordelier, là-dessus. Oui, évidemment. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec Michel Urvois. Enfin, je veux dire, c'est le président des États-Unis qu'on reçoit. C'est pas Donald Trump. Je veux dire, moi, je pense que c'est un joli coup diplomatique que fait Emmanuel Macron. Il vient d'arriver en fonction. Bon, on sent qu'il est en train d'essayer de réunir la communauté internationale autour de lui, donc ça donne... Il y a un besoin de l'entraîner, disait Barbara Pompili sur ce plateau. Voilà, donc ça donne ce sommet franco-allemand exceptionnel avec plusieurs ministres des deux côtés qui se réunissent, donc une énorme machinerie pour remettre en place l'attelage, enfin remettre en place en tout cas perpétuer l'attelage franco-allemand. Et Donald Trump, moi je pense que d'un point de vue diplomatique et mondial, c'est très bien joué. Je veux dire, on reçoit le président des États-Unis. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, il y a des opposants et tout, mais Donald Trump, il a été élu président des États-Unis. Ça donc, participe je pense, du souci d'influence de la France qu'on sent très bien quand on échange avec Emmanuel Macron. De la même manière qu'il avait reçu Vladimir Poutine à Versailles. Mais là aussi, c'est pas à l'Élysée, c'est à Versailles. C'était à l'occasion d'un événement précis. Et là, il va recevoir Donald Trump. Et on peut se dire, c'est une politique de symbole, et de communication très forte. On peut se dire, puisque personne ne résiste à Emmanuel Macron, peut-être que Donald Trump va lui aussi succomber à son charme et revenir à davantage de raison dans sa politique. Pourquoi pas ? C'est une manière de dire la France compte dans le monde, et on le voit à travers les initiatives qui sont prises avec Angela Merkel et d'autres initiatives, et en particulier sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan... Il y a une vraie préoccupation. Après, on verra ce que ça donne concrètement. Je ne suis pas là en train de dire il a tout réussi. Et bravo. On est dans le symbole. On est dans avec un dîner à la Tour Eiffel. Mais ça compte. Voilà. Au Jules Verne. C'est important pour le futur. Barbara Pompili était notre invitée à propos d'Emmanuel Macron, donc, qui a donné une interview exclusive à Ouest France ce matin. Elle dit « Je ne vais pas faire ma groupie, ce n'est pas trop mon genre ». Pourtant, c'est une députée de La République En Marche. Vous devez noter ça, Jérôme Cordelier. Oui, alors ça, c'est tout le problème des parlementaires En Marche. C'est-à-dire qu'ils se disent « Bon, ben non, on n'est pas des godillots, on n'est pas des groupies, on n'est pas des fans », parce qu'ils sont un petit peu gênés, entravés quand même, dans leur... parce qu'en plus, avec les kits de marketing En Marche qui essayent de formaliser un peu toutes les relations au sein d'encadrer les choses. D'encadrer, mais d'encadrer, d'enserrer, quoi. Donc, du coup, tout le monde est obligé un peu de se démarquer comme ça. Donc, on fait un petit jeu comme ça voilà, c'est de bonne guerre. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que maintenant, il faudrait quand même. Mais on n'est pas encore rentré complètement dans le vif des débats. On y est là quand même. Là, ça y est. Voilà, il faut marquer sa différence sur le fond, pas seulement sur la forme. S'agissant de Barbara Pompili, je pense que son parcours est intéressant et explique beaucoup cette manière de dire les choses. Elle n'est pas du genre, je pense, à être une groupie. Elle l'a dit d'ailleurs. Oui, elle a ses convictions. Je pense qu'elle croit au projet d'Emmanuel Macron. Elle est dupe de rien, mais elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a expliqué tout à l'heure que, en tant qu'ancienne Europe Écologie Les Verts, en gros, qu'il ne suffit pas d'avoir raison tout seul. Et ça, c'est évidemment, c'est le cœur du débat. Parce qu'en étant dans une majorité qui prend en compte la dimension environnementale, elle a plus de chances de faire avancer les choses. Et on a bien vu que c'était stérile d'être un petit groupe dans une espèce d'opposition larvée ou pas larvée, d'ailleurs, au pouvoir. Ça ne produit rien. Alors que là, avec Nicolas Hulot au pouvoir, faisant partie de l'exécutif, il y a des chances pour que ça avance. Alors, vous pointez une problématique juste, c'est qu'elle n'avait peut-être pas le poids politique suffisant dans le gouvernement précédent auquel elle appartenait, justement, pour agir contre des thématiques précises qui inquiètent les gens, la pollution de l'air. Bien sûr. Nicolas Hulot, François de Rugy comme président de l'Assemblée nationale, on peut dire que là, évidemment... ce groupe-là a pris une proportion et se retrouve un petit peu au cœur de tout. Donc, elle dit d'ailleurs que cette nouvelle Assemblée nationale, donc celle qui vient d'être élue, a une préoccupation beaucoup plus importante que la précédente pour les problématiques écologiques, pour tout ça. Vous avez vu, elle l'a dit, on sent qu'il y a au fond une adhésion à ces problématiques-là qui n'était pas forcément celle de la précédente Assemblée. Oui, il y a adhésion parce qu'il y a aussi urgence. Et c'est vrai que on sent bien les marqueurs
veulent donner Emmanuel Macron et Édouard Philippe au quinquennat, c'est-à-dire l'écologie, l'Europe. Enfin voilà, il y a des choses importantes dans lesquelles on axe. Et d'ailleurs, l'interview d'Ouest France le montre sur le plan européen. Dire voilà, donc ce sont des marqueurs. Donc évidemment. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a changé dans la lecture même de l'écologie, c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une écologie protestataire, donc, mais qui ne mène pas à grand-chose, sauf à bloquer des projets, à une économie ou à une vision de l'écologie consistant à dire ça peut être un argument, c'est un argument économique. Donc on voit bien dans les investissements par exemple, qui sont annoncés aujourd'hui avec Angela Merkel, il y a des choses qui relèvent de la transition écologique et qui intéressent l'économie. Et c'est pour ça que Donald Trump n'est pas aussi fort qu'on le dit dans son entreprise de destruction de l'accord de Paris. C'est qu'il y a des intérêts économiques contraires aux siens aux États-Unis. Il reste 30 secondes. Jérôme Cordelier, Paris Match a eu raison de publier les photos de l'attentat de Nice il y a un an au nom du droit à l'information. C'est pas à moi de le dire. Vous l'auriez fait ? J'ai pas vu le dossier. Oh, je pense qu'au point on ne l'aurait pas fait. Mais bon, après c'est une question de positionnement. Mais je veux dire, c'est pas à nous de. Enfin, on va pas faire les. Deux raisons. Un, ce sont des documents qui sont dans le dossier instruction, donc ça c'est un peu ennuyeux. Et deux, nous, notre charte de déontologie dit entre autres montrer sans choquer. Il n'est jamais question de montrer des images comme ça en ce qui nous concerne. Merci Michel Urvois. Je signale votre interview d'Emmanuel Macron dans Ouest France aujourd'hui, qu'on peut retrouver sur le site internet aussi de Ouest France. Et Jérôme Cordelier, vous êtes complètement dans l'actualité, vous ne l'avez pas fait exprès, mais la une du Point, c'est New York, au moment où on accueille dans quelques minutes Donald Trump à Paris. La couverture du Point cette semaine avec aussi tous les suppléments été, Saint-Tropez, entre autres. Et la baie du Mont-Saint-Michel. Et la baie du Mont-Saint-Michel, ça c'est pour faire plaisir à Michel Urvois. Merci beaucoup. On passe aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Édouard Philippe accélère ses réformes fiscales et il promet dès l'an prochain 11 milliards d'euros de baisse d'impôts. Une taxe plafond pour tout le monde sur l'épargne et les produits financiers. 30% maximum. Les plus riches, ceux qui bénéficient depuis 30 ans de la situation économique, vont s'en sortir encore plus. Et tout ça, non pas pour investir, mais pour que la France continue à être le pays recordman d'Europe des dividendes. C'est une politique qui est mauvaise. L'impôt de solidarité sur la fortune va disparaître, remplacé par une taxe sur le patrimoine immobilier uniquement. Le ministre a oublié sans doute les 21 milliards de hausse de la CSG. Donc la vérité, c'est qu'il accélère une certaine baisse d'impôts, sur les plus riches d'ailleurs, parce que ce sera l'ISF pour les placements financiers. Le système auquel nous nous affrontons a un nom et il faut être capable de le prononcer en toutes lettres. Ça s'appelle le capitalisme et c'est ce que nous combattons. Qui faut-il donc croire ? Aujourd'hui, la seule certitude, c'est la hausse de la CSG. Pour le reste, ça change tous les 3 jours. En réalité, on prend de la main droite et on rend un peu moins de la main gauche que ce qu'on a pris de la main droite. Alors il faut savoir, soit on est pour la baisse des impôts, et le Premier ministre ce matin encore a appelé 11 milliards de baisse d'impôts, et donc autant d'économies. Soit on est pour garder l'existant, le conservatisme. Dans ces conditions, effectivement, on s'oppose. Mais quand je vois que 3/4 des groupes n'ont pas voté contre le gouvernement la loi de confiance, je suis sûr que vous voterez la loi de finances. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que doit être la France. Dans la façon dont nous avons choisi, dont nous mettons en place des moyens pour accueillir les demandeurs d'asile et ceux qui, ayant obtenu l'asile, deviennent des réfugiés. Ils disent la France n'est pas à la hauteur, ça veut dire il faut accueillir encore plus de réfugiés économiques. La France, sur le sujet des réfugiés, n'a pas toujours pris sa part. Et je veux dire ici que nous sommes en train d'accélérer les relocalisations et que nous continuerons à le faire. Et donc à chaque fois que des réfugiés, des gens à qui on octroie l'asile, sont identifiés, la France doit pouvoir les accueillir. Les mesures présentées ce matin sont une incitation à la submersion migratoire de l'Europe. Malheureusement, vous verrez que rien ne sera traité, car on crée un appel d'air. On les expulse. Tous ceux qui sont là. Pour ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile. Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit que nous allions fermer 17 réacteurs, mais j'aurais pu dire que nous allons fermer 25, mais ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. J'ai dit que dans les scénarios, si on voulait tenir cet objectif, les scénarios qui m'ont été expliqués par ceux qui ont une visibilité, ça aurait pu être un scénario. Mais ce scénario, il va être de plus en plus impossible, bien entendu, si on n'anticipe pas et si on dissimule les choses.
Voilà, fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain 14 juillet pour une matinale autour d'un ancien ministre de la Défense, Jean-Marie Bockel. Et vous retrouverez aussi Michel Urvois et Jérôme Cordelier. Voilà, merci à tous, bonne journée.